Bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Je suis Maxime Ribera. Je suis actuellement responsable technique chez Pixiz. Pixiz, c'est la filiale tech de Cdiscount. Et aujourd'hui, je vais vous parler des développements, des environnements de développement agentique, les fameuses ADE. On en entend beaucoup parler depuis quelques mois. Et on va essayer de voir un peu ce que ça donne et en quoi c'est nouveau par rapport aux IDE. Le programme, on va définir un peu ce que c'est un ADE, quels sont les composants un peu principaux pour faire un ADE. On va faire un petit état des lieux du marché, quels sont les ADE un peu les plus connus. On va pas tous les énumérer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt essayer de parcourir des features que je trouve un peu intéressantes et qui permettent d'amener un peu d'innovation, dans ce monde-là. Et pour finir, si j'ai le temps, je vais vous présenter OpenDuctor. Donc c'est un ADE open source que je développe. J'ai commencé à bosser dessus depuis environ 5 mois. Je vais vous faire une petite présentation et si j'ai le temps et si ça fonctionne, j'aimerais vous faire une petite démo, mais mon PC arrive pas à présenter, donc on va essayer de faire au mieux. Donc c'est quoi un ADE? Donc pour moi, il y a des composants qui sont principaux pour faire un ADE. Le premier, c'est l'orchestration d'agents. Un ADE doit être capable de lancer des sessions d'agents, de les arrêter, d'avoir des features autour de ça. La plupart des ADE sont capables d'orchestrer plusieurs agents différents, sauf les ADE propriétaires type Cloud Desktop ou Codex, mais les ADE open source en général, c'est de supporter plusieurs agents. Une des grosses différences avec les IDE, dans les IDE, ce qui est l'élément central, c'est le code. Quand on commence à utiliser des ADE, l'élément central, c'est plus vraiment le code, c'est plutôt les agents et les sessions et ce qu'on va être capable de produire derrière. Une autre différence entre les IDE et les ADE, c'est avec les ADE, ce qu'on veut, c'est être capable de travailler sur plusieurs projets en parallèle, sur plusieurs sessions, plusieurs sujets. Là où dans un ADE, dans un IDE, on est scopé sur un projet, sur un repo, sur un worktree spécifique. Et donc, ce qu'on veut aussi avec un ADE, c'est être capable de travailler de manière isolée entre les différents sujets, les différentes features qu'on est en train de développer. Et donc, pour ça, en général, il y a des supports de Git Worktree, de Docker Sandbox, de choses comme ça. Donc l'isolation, c'est un des éléments clés pour avoir un ADE. Ensuite, ce qu'on veut aussi dans l'ADE, c'est être capable d'auditer le code qui a été généré derrière. Je pense qu'en 2026, c'est encore important de regarder le code qui est généré. Je ne sais pas si ça sera le cas dans 1 an ou 2, on verra. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, j'ai besoin de vérifier encore et de pouvoir challenger le code qui est produit par les agents. Et dernier élément un peu essentiel d'un ADE, c'est le terminal. Donc un terminal qui va être disponible dans l'isolation, dans la sandbox dans lequel l'agent a tourné, pour être capable de lancer un serveur de dev, de lancer des tests, des choses comme ça. Et donc si vous avez déjà commencé à utiliser des ADE, vous avez sûrement remarqué que la plupart utilisent la même structure. Ils se sont un peu copiés. Je pense qu'il y en a un qui a trouvé la formule magique assez rapidement. Et ensuite, ils se sont tous un peu copiés, que ce soit Codex, Cloud Desktop, Cursor, etc. Donc on retrouve en général la liste des repos sur lesquels vous travaillez, des projets qui sont sur la gauche, avec à l'intérieur les worktrees, les sandbox, etc., des sessions. On retrouve à droite l'intégration Git, avec les fichiers qui ont été changés. Vous pouvez faire des actions de base Git, un terminal en bas, et l'élément central de l'ADE, ça va être l'intégration avec l'agent. Donc les sessions qui seront affichées en plein milieu. Et parmi les ADE, il y a en général 2 grandes familles. Donc il y a les ADE qui ont décidé d'implémenter leur propre système de chat et d'intégration avec les agents, du type Conductor ou Webkanban, des choses comme ça. Ça demande beaucoup plus de travail, ça demande pas mal de travail parce qu'il faut s'adapter à chaque agent derrière. Et il y a les ADE qui ont décidé, qui utilisent juste un terminal. Donc ils lancent un terminal et dedans, à l'intérieur, ils vont lancer du Cloud, du Codex, des choses comme ça. L'avantage de la deuxième option, d'utiliser un terminal pour lancer les agents, c'est que c'est beaucoup plus facile d'intégrer des nouveaux agents, du Python, du code, des choses comme ça. L'avantage des premiers, qui ont leur propre implémentation du chat, c'est qu'ils vont être capables de pousser les features un peu plus loin, de capter tous les événements, les tool calls, etc., qui passent là-dedans. Donc il y a d'un côté la facilité d'intégrer un nombre d'agents qui est plus important, et de l'autre côté une finesse, et on est capable d'avoir une interface qui va être cohérente et homogène entre les différents agents. Donc ça, c'est les éléments de base des ADE, et la plupart se ressemblent là-dessus, mais il y en a quand même certains qui arrivent à se différencier.
Et maintenant, j'aimerais vous présenter quelques petites features que je trouve chez certains ADE qui sont vraiment intéressantes. La première famille de features qui est intéressante, c'est l'intégration avec des navigateurs. Donc la plupart des ADE intègrent un navigateur directement dans l'ADE. Donc il y a des navigateurs, mais certains ADE comme Codex, comme Cloud Desktop, même Orca, permettent de contrôler le navigateur directement depuis l'agent. Donc ça, c'est assez utile, mais c'est quelque chose qu'on savait déjà faire avant, avec le MCP et Chrome DevTools, avec du Playwright, avec du Agent Browser. Donc c'est pas vraiment une grosse innovation. Ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'avec ce navigateur-là, on est capable, dans certains ADE, de venir faire des annotations directement sur les pages, de sélectionner des bouts de HTML et de me dire, tiens, je voudrais que tu changes cette partie-là, tu changes la couleur, là, il y a un problème d'affichage. Donc on peut annoter directement, faire des commentaires et envoyer ça directement à l'agent. Donc si, comme moi, vous aimez bien faire des interfaces qui sont un peu pixel perfect, vous êtes un peu maniaque, c'est vraiment pratique. La petite anecdote, c'est que moi, quand je travaille sur mes projets perso et que j'utilise des ADE, j'écris quasiment plus de code, et le seul code que j'écris, c'est quasiment que du CSS, ce qui est un peu ironique. Autre famille de fonctionnalités que je trouve intéressantes, qui sont fournies par certains ADE, c'est les artefacts. Le premier ADE que j'ai utilisé qui fournissait des artefacts, c'était Antigravity, en fin d'année dernière. Donc ça, c'était un truc vraiment cool. Avec Antigravity, quand vous commenciez à travailler en mode plan, il vous sortait un artefact qui était attaché à la session, vous pouvez récupérer et visualiser plus tard, et vous étiez capable de commenter, enfin c'est toujours le cas d'ailleurs, vous pouvez commenter l'Antigravity directement sur le plan, et envoyer les feedbacks, et il met à jour, vous pouvez itérer comme ça sur le plan, c'est vraiment pratique. Le problème de ça, c'est que c'est très attaché à la session, donc on peut se poser la question, comment on fait perdurer ces artefacts dans le temps? Et donc il y a certains ADE qui vont plus loin, et qui attachent les artefacts à un niveau plutôt workspace. Donc là, vous avez un exemple avec Human Layer. Donc Human Layer, ils fournissent un système de tâches, vous pouvez créer des tâches dans Human Layer, c'est dans leur cloud à eux, donc vous êtes capable de vous connecter à plusieurs, d'avoir toute une équipe qui travaille sur les mêmes tâches, et vous avez vos agents qui vont travailler sur les tâches, ils vont attacher des artefacts aux tâches, et vous allez pouvoir, toute l'équipe va pouvoir venir commenter dessus, envoyer des feedbacks, soit sur des éléments, là c'est un exemple avec un document de recherche, mais ça peut être sur des specs, des choses comme ça. Donc n'importe qui va pouvoir commenter, et vous allez pouvoir envoyer les feedbacks aux agents. Human Layer, il faut faire attention, avant je crois qu'il y avait une première version qui était open source, la nouvelle version qui vient de sortir, que vous voyez ici, qui est vraiment très poussée, c'est plus open source, je crois que vous pouvez essayer jusqu'à 3 personnes gratuites, et après c'est payant. Une autre famille de features qui est intéressante, c'est la partie remote control. Il y a plusieurs façons de contrôler un agent à distance. La première, et une des plus populaires, c'est d'être capable de piloter un agent qui tourne sur une machine depuis un device distant, mais typiquement depuis votre téléphone. Donc ça a été popularisé surtout avec OpenClaw, mais vous pouvez le faire aujourd'hui avec du Cloud Desktop, avec du Codex, ce genre de choses. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, de contrôler, de pouvoir travailler depuis mon téléphone. J'essaie justement de couper. Si je suis pas devant mon PC, j'essaie plutôt de couper. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, depuis sa propre machine, contrôler des agents qui tournent sur d'autres machines ou sur du cloud. Ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes, notamment si vous êtes un profil où vous êtes assez nomade, vous voyagez beaucoup, ou si vous êtes amené à vous déplacer souvent, d'être capable de voir des agents qui tournent dans le cloud, c'est quand même assez pratique. Et là-dessus, il y a la plupart des ADE permettent aujourd'hui de se connecter sur des agents qui tournent à distance. Et il y a un petit truc, j'ai découvert une fonctionnalité assez intéressante avec Codex récemment, c'est qu'on est capable d'un Codex de pouvoir faire du handoff, c'est-à-dire de prendre une session qui tourne en local et l'envoyer sur une machine qui est distante. Et ça dépasse la session, mais ça dépasse aussi tout votre worktree, tout le code qui était en local. Vous pouvez l'envoyer à distance et vous pouvez le rapatrier plus tard. Donc c'est des choses qui sont assez intéressantes. Autre famille de fonctionnalités qui sont intéressantes, c'est tout ce qui est issue tracker et Kanban. Il y a de plus en plus d'agents d'ADE qui intègrent ça. Je pense le premier ADE qui a popularisé une vue Kanban, c'est Vibe Kanban, qui est sorti maintenant il y a un moment. C'était assez novateur à l'époque. C'est un Kanban simple avec 4 colonnes, to do, in progress, in review, done. On crée des tâches, on les assigne à des agents. Le workflow est vraiment simple.
C'est un projet open source qui était porté par une boîte, mais qui a mis la clé sous la porte il y a quelques mois. J'ai regardé cette semaine. Théoriquement, le projet était censé être repris par la communauté et continuer à vivre. Malheureusement, il n'y a pas eu de release depuis 2 mois et il n'y a pas trop d'activité sur le repo. Donc je ne sais pas trop l'état de Vibecomban aujourd'hui, mais c'est plus trop ce que c'était. Mais il y a d'autres ADE qui sont sortis entre-temps et qui poussent le concept un peu plus loin. Vous avez par exemple Multica. Dans Multica, vous êtes capable vous allez avoir vos tâches qui vont être hébergées aussi sur un serveur, donc sur un serveur distant, et vous allez être capable de collaborer à plusieurs, toute une équipe qui va pouvoir créer des tâches, discuter dessus, un peu comme Human Layer. Et le twist qui est un peu intéressant avec Multica, c'est que chaque développeur qui travaille dans l'équipe va pouvoir déclarer des runtimes. Donc un runtime, ça va être, tiens, moi en tant que développeur, j'ai un Claude qui tourne sur ma machine, j'ai un codex, j'ai des choses comme ça. À partir de ça, vous allez pouvoir déclarer des agents. Donc les agents, c'est par exemple un agent architecte, un agent développeur qui vont utiliser vos runtimes. Et ces agents-là, vous allez pouvoir les assigner sur des tickets, les pinguer, et ils vont contribuer au projet comme s'ils faisaient partie de votre équipe. Et donc pour la partie hébergement des tâches, il y a du Multica Cloud. Par contre, c'est complètement open source. Vous pouvez héberger dans votre infra du Multica, contrairement à Human Layer. Donc, quand vous commencez à travailler avec des Kanban, avec des tâches, ce que vous voulez, c'est pouvoir être capable d'alimenter ces Kanban-là depuis l'extérieur. Donc, il y a plusieurs possibilités. Il y a certains ADE comme Vibecomban. Moi, ce que j'ai fait dans Conductor, c'est que certains ADE exposent un MCP qui permet de créer depuis des agents des tâches. C'est assez pratique quand vous avez des skills de review de codebase pour analyser des techniques, des problèmes de sécurité, des choses comme ça. Et en sortie de ces skills-là, l'agent, il est capable de créer des tâches directement dans votre ADE. Donc ça, c'est assez pratique. Et il y a certains autres ADE qui s'intègrent avec des issue trackers externes comme du GitHub, Linear, Jira. Moi, je n'ai pas trop de recul, je ne m'en suis jamais servi de ce genre de synchro. Je pense que GitHub, ça fonctionne naturellement bien. On crée des issues, après on crée des PR. Quand on les merge, on peut fermer les issues automatiquement. Par contre, pour du Linear et Jira, j'avoue que j'ai un peu du mal à savoir à quel moment on répercute l'information dans du Jira que la tâche est complétée. Donc là-dessus, je n'ai pas trop de retour. Et si on continue avec les possibilités que ça offre d'avoir un système de tâches et d'avoir un Kanban, c'est qu'on peut commencer à mettre en place des workflows de type spec-driven développement, où on peut dire, tiens, ma tâche, elle commence, elle est dans un statut open, je fais des specs dessus, je fais un plan d'implémentation, elle évolue, on attache des artefacts dessus, on fait l'implémentation, et ensuite on peut faire de la review, etc. On peut mettre en place des workflows qui commencent à être un peu complexes et qui peuvent être assez sympas. Le premier ADE que j'ai utilisé qui permettait de faire ça, c'était AutoCloud. C'était fin d'année dernière. Il a été renommé entre-temps en Apparent. Le principal problème de AutoCloud, c'est qu'il c'est spécifique à Cloud. Par contre, le projet était sympa, mais je crois qu'ils avaient une dette technique qui était assez énorme, et ils sont en pleine refonte. Donc la V2 d'Apparent est en stand-by, à la maintenance, mais ils sont en train de réécrire from scratch le projet, qui devrait sortir, je pense, dans les semaines ou les mois à venir. Et le projet est complètement open source. Donc je ne vous conseille pas de partir là-dessus, de l'essayer, ça ne vaut pas le coup, il vaut mieux attendre la V3. Et quelques petites features bonus que j'ai trouvées dans certains ADE qui valent le coup d'être notées. Du côté de Conductor, une fonctionnalité que j'apprécie particulièrement, c'est qu'il est capable de récupérer tout ce qu'il y a, tous les checks et les commentaires qu'il y a dans votre CI, donc dans GitHub, je crois qu'ils sont compatibles GitLab, et je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais il récupère ça automatiquement. Si vous avez des checks de CI qui fail ou des commentaires, vous pouvez directement envoyer ces feedbacks-là à votre agent. Donc c'est vraiment très pratique. C'est le genre de feature que je n'ai pas encore dans OpenVictor, mais que j'ai dans la roadmap. Et une petite dernière pour la route. Du côté de chez Orca et Superset, ils ont développé des CLI qui se ressemblent beaucoup. Je ne sais pas qui a copié qui, mais je pense qu'il y en a un qui a copié l'autre. Ils ont développé un CLI qui permet de piloter l'ADE. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez fournir un CLI avec des skills à un agent qui tourne dans l'ADE et qui est capable de créer automatiquement des nouveaux workstreams, des nouveaux tabs avec des terminaux, etc. Ça peut être très pratique. Je ne sais pas si vous avez souvent des problèmes quand vous avez votre agent qui veut lancer son propre serveur de dev, il a terminé, il ne l'a pas coupé, vous ne pouvez plus le lancer, vous êtes obligé de donner le process pour qu'il le process, c'est hyper chiant.
Et donc, avec ce genre de CLI, vous pouvez dire à votre agent, tu ouvres un nouvel onglet dans l'ADE, tu démarres le serveur de dev là-dedans en lançant telle commande, et vous êtes capable de la couper et de voir ce qu'il fait, etc. Donc, c'est assez pratique. Et pour finir, il y a beaucoup d'ADE, il y a beaucoup de fonctionnalités différentes. Il y a Frédéric Camblor, qui fait partie de la communauté, mais qui n'est pas là ce soir, qui a développé ADE Arena. Dans ADE Arena, il compare tout un ensemble d'ADE sur un ensemble de critères de fonctionnalités. Il y en a une cinquantaine, je crois. Et pour chaque fonctionnalité, vous pouvez voir est-ce que votre ADE préféré le supporte, si oui, comment, quelles sont les limitations. Alors pour l'instant, il me semble qu'il n'y en a que 4 qui sont affichés sur le site en officiel. Il y a Conductor, Code Desktop, Vibe Kanban et T3 Code. Mais il me semble qu'il y en a une dizaine qui sont en preview, sur lesquels il est en train de finir d'évaluer, parce que ça prend du temps de savoir pour chaque ADE quelle feature il supporte. Mais ça peut vous aider à choisir si vous êtes un peu en train d'hésiter sur quel ADE vous devez mettre du temps pour essayer. Ça peut vous aider à choisir. Et maintenant, je vais vous parler d'OpenVictor. Donc, j'ai commencé à développer, ça fait maintenant 5 mois. Pourquoi j'ai fait mon propre ADE? Alors, j'ai fait beaucoup d'expérimentations fin d'année dernière. J'ai testé beaucoup Antigravity, Vibe Kanban, AutoCloud. J'ai trouvé plein d'innovations qui étaient hyper intéressantes, mais il n'y avait aucun outil qui me fournissait tout dans un seul outil. Et donc, à partir de là, j'ai réfléchi pendant, je pense, un bon mois sur qu'est-ce que moi, j'aurais besoin en tant que développeur comme ADE. Et je suis ressorti avec 4 critères. Le premier, c'est que je voulais vraiment une vision Kanban avec des tâches pour être capable de rapidement identifier tous les travaux que j'ai en cours, pas oublier un onglet de terminal dans un coin sur quelque chose que j'avais commencé. C'est un truc qui m'arrivait souvent. Donc, je voulais être capable de voir tout ce qui était en cours. Je voulais également que mon ADE soit capable de gérer un workflow type spec-driven développement, mais d'être capable d'en générer potentiellement plusieurs. Pour l'instant, j'en ai qu'un, mais à terme, j'aimerais être capable de laisser les utilisateurs capables de créer leur propre workflow. Je voulais également que chaque étape du workflow soit auditable, donc l'ADE puisse enregistrer les étapes avec des documents de spec, des documents de plan d'implémentation, les rapports du QA pour dire pourquoi il valide ou il ne valide pas l'implémentation, ce genre de choses. Et je voulais également que ce ne soit pas une boîte noire. Je voulais être capable d'auditer chaque session des agents, de voir tous les tools qui ont été appelés, etc. Et surtout, je voulais pas être vendor lock, je voulais pas être lié à un seul agent, donc je voulais supporter plusieurs agents. Et d'un point de vue architecture, comment ça se passe? J'ai 2 points d'entrée possibles, donc soit une application desktop qui est un Electron, soit un runner web, ou un peu comme Vibe Kanban, vous pouvez faire npx OpenVictor, et ça lance une interface web. Derrière, ça utilise le même front-end. Ensuite, il y a un host en TypeScript et Effect. Il y a une base de données SQLite pour les tâches. Et il y a un bridge qui est fait avec un MCP qui permet de relier le host et les agents. Donc, c'est les agents qui vont tourner sur du codex, du OpenCode, vont communiquer par le biais du MCP les informations sur leur état d'avancement, et ils vont récupérer les informations des tâches, les documents précédents, par le biais du MCP. C'est ce qui fait le lien entre les deux. Et en termes d'agent de code, je supporte OpenCode et Codex, et je suis en train de travailler sur le support Cloud. Pendant longtemps, je l'ai mis de côté parce que ce n'était pas clair sur les conditions d'utilisation de Cloud Code chez Anthropic. Est-ce qu'on a le droit de développer des outils comme ça? Et surtout, est-ce que les utilisateurs ont le droit d'utiliser leur abonnement Cloud là-dedans? C'était pas clair. Et ils ont voulu le couper au 15 juin. Et finalement, ils sont revenus en arrière parce que ça embêtait beaucoup de monde. Donc, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé avec Anthropic. Mais je suis en train de travailler là-dessus. Je ne sais pas s'il me reste du temps pour la démo. Donc, je vais essayer de faire la démo. Je veux bien un coup de main pour tenir le PC. Que je prenne celui-là. Oui, c'est vrai. Ouais, je crois que c'est fait FNF11, je crois que je me suis fait avoir. Attends, fait FN et F11. Voilà. Yes. Et, donc là, et moi, de mon côté, je vais là. Ouais, pour ceux qui sont à distance, on a eu des petits problèmes de partage d'écran, donc je suis obligé de faire la presse depuis un autre PC. Et je vais essayer de faire la démo du mien et on va partager. Donc on se débrouille comme on peut.
Ça devrait être bon. Est-ce qu'on voit bien? Pas trop, je crois, là, hein. En clair, c'est mieux, je pense? Ouais. Donc je vous le mets en clair. Donc voici OpenVictor. Vous avez à gauche la liste des différents projets sur lesquels vous voulez travailler. J'ai préparé quelques tâches. C'est une petite application qui est ici, que j'ai développée en perso. C'est un tricount-like qui me permet de faire les comptes entre amis et en famille. Donc là-dessus, j'ai un login GitHub déjà sur cette application-là. Et je voudrais rajouter d'autres types de logins. Par exemple, j'ai fait une tâche pour un login Facebook, Microsoft, GitHub, c'est histoire d'eux. Et je vais rajouter ici une nouvelle tâche. Alors, je suis avec une main. Donc là, je crée une tâche. Je pourrais mettre une description, mais comme c'est assez simple et que la codebase est assez petite, il n'a pas besoin de beaucoup plus de contexte. Je crée une tâche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lancer les agents pour les faire travailler. Comme ça, après, je vais pouvoir vous montrer un peu en live ce que ça donne. Donc ici, je vais lancer. Je peux choisir, quand je démarre une session de spec, donc là j'ai une tâche, je veux faire des specs en premier. Par défaut, j'ai configuré ici que ça utilise pour des specs OpenCode avec du GLM. Donc je vais le lancer en background. Là, j'ai plusieurs tâches qui sont prêtes à être implémentées. Ça veut dire qu'il y a eu les specs qui ont été faites, le plan d'implem qui a été fait. Je vais les lancer. Donc pour la partie implémentation, j'ai mis par défaut du Minimax avec OpenCode. Là, ça prend un peu plus de temps parce qu'il crée le worktree, il fait toute l'initialisation avec un npm install, des choses comme ça. Donc j'en lance plusieurs pour vous montrer qu'on peut lancer plein de choses. Hop. Je lance plein de trucs. Et donc maintenant, on va aller voir ce qui se passe. Donc si je viens voir ici, là on voit que c'est pour la nouvelle tâche que j'ai créée, j'ai lancé les specs. Donc là, c'est le prompt qui est configuré par défaut, qui lui dit vas-y, démarre. Il y a un système prompt qui est configuré ici aussi, qu'on peut auditer. Et là, on voit que la première interaction qu'il a fait, c'est qu'il a appelé un tool qui s'appelle readTask. Et là, il appelle le MCP pour récupérer le contenu de la tâche pour savoir ce qu'il doit faire. Donc là, c'est les informations. Là, vous avez le contenu, donc c'est juste le JSON de la tâche. Et là, il commence à travailler. Et là, comme là, c'est assez simple, il n'y a pas grand-chose à faire. Il est déjà prêt. Il est en train d'appeler le tool qui permet d'upload la spec. Et normalement, on va la voir apparaître à droite. Donc là, il est en train de préparer un gros markdown. Donc en fait, il est en train de le buffer en mémoire. Et hop, et là, il y a le markdown. Donc là, c'est la spec qui a été créée, qui est prête ici. Donc là, on peut la regarder. J'ai pas encore de système de commentaires directement là-dedans, mais on pourrait lui dire de modifier des choses. On va pas le faire parce qu'on va pas se taper un gros markdown à lire tous ensemble. Par contre, ce que je peux faire derrière, c'est que je dis, OK, là, ça me va bien, mais je peux lancer je peux lancer le planner, qui lui va se charger du plan d'implémentation. Là, j'ai configuré que par défaut, c'était du Kimi. Et je peux regarder ce qui se passe chez les autres. Et normalement, il se passe plus de choses. Si je regarde cela, ouais, lui, il est déjà en train de travailler. Si je regarde cette tâche-là, il y a déjà les specs qui ont été faites. Elles sont dispo ici. Le plan d'implem, il était prêt, il était là. Donc si je regarde le builder, ce qu'il a fait au départ, ben, il a regardé la tâche, il a appelé un autre tool pour récupérer les documents, pour récupérer les specs et le plan d'implémentation. Donc il l'a reçu ici. Ensuite, il va explorer la codebase et il va commencer à éditer des fichiers en fonction de ce qu'on vient de faire. Et si je regarde une tâche complétée, c'était pareil ici avec cette tâche-là. On peut voir les changements qui sont à droite. On peut commenter si on veut. Je peux lui dire des choses. Et là, je peux lui envoyer des commentaires. Bon, là, il va rien comprendre, je pense, mais, mais c'est l'idée. Là, ici, si je veux démarrer un serveur de dev, donc ça va me démarrer le front et le back parce que je l'ai configuré comme ça. Et je pourrais venir ici, et normalement, ça démarre. Non, c'est celui-là. Donc là, il est démarré. Et c'était l'implémentation de Facebook. Donc il m'a bien rajouté un bouton ici. Si je clique ici, ça ne va pas marcher parce que je n'ai pas les credentials Facebook, etc. Et c'est juste pour vous montrer. Pour finir, il me reste... OK. Donc voilà pour la démo. Si vous voulez en savoir plus, je pourrais vous en parler tout à l'heure. Et je pense qu'on peut s'arrêter là. Hop, je reviens ici, j'arrête le partage, je pense. Hop. Merci. Hop.
Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser quelques questions? Je vais faire 2-3 questions sur les ADE. Moi, j'aurais posé une question. C'est sur GitHub là? Oui, le projet open source, il est sur GitHub et... Alors, la question, c'est de savoir si le projet est open source sur GitHub. J'ai pas les slides. Bon, j'avais mis un QR code, mais sinon, c'est OpenVictor sur GitHub. Si vous voulez tester, si vous voulez contribuer, moi, je suis preneur de tous les retours. Pour l'instant, c'est utilisé principalement par moi. Donc, s'il y a des gens qui veulent contribuer, j'ai fait le support Windows. Linux, il est théorique. Je ne l'ai pas testé, mais il est théorique. Mais le but, c'est de supporter macOS, Windows et Linux. Donc, s'il y en a qui veulent tester, faire des retours, c'est avec grand plaisir. Et là, je ne sais pas. Très impressionnant. Et le pixel perfect est vraiment très joli. Comment est-ce que tu gères les agents qui se perdent un peu et qui sont dans des boucles peut-être est-ce qu'il y a un moyen dans l'ADE de les repérer, de les arrêter facilement? Alors, les arrêter, pas vraiment. Par contre, il y a un statut bloqué et ça fait partie des systèmes prompts que moi, j'injecte pour l'agent notamment. C'est surtout le builder qui peut se perdre parce que lui, il part dans l'implémentation, il peut durer longtemps. Et donc, lui, il peut appeler un tool quand il est perdu, il y a quelque chose qui est contradictoire entre ce qu'il constate et les specs ou le plan d'implème. Lui, il peut appeler un tool blocked et il s'arrête là. Et nous, ça apparaît dans l'interface comme quoi cet agent-là est bloqué. Pareil, quand il y a des questions, quand il pose des questions ou qu'il y a des demandes de permission, il y a un statut particulier. Et dans la sidebar de gauche, on voit tous les agents qui sont bloqués, qui sont en attente d'aide, que ce soit pour répondre à des permissions, des questions ou qui est bloqué. Après, si vraiment un agent part en boucle, là, j'ai pour l'instant pas de garde-fou là-dessus. J'avoue qu'il faudrait que je réfléchisse à ça, mais j'ai pas de vraiment garde-fou là-dessus. Ça pourrait être, ouais, s'il y a ce que je peux faire, c'est que comme je vois tous les appels passés, vu que j'ai développé l'intégration complète avec OpenCode, Codex, etc., je vois tous les appels, je pourrais détecter des boucles. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé. Et c'est de voir s'il y a 25 fois, 50 fois les mêmes appels à des tools, c'est qu'il y a un problème. Je sais qu'avec RTK, il y a eu une époque, j'avais des problèmes avec Codex, maintenant ça va mieux. Mais il essayait de faire RTK lint ou linter et ça ne marchait pas. Donc ouais, j'ai des choses à faire, je pense, là-dessus. Il me reste énormément de choses à faire, j'ai plein d'idées, mais ça prend du temps. Sachant que je bosse sur ça sur mon temps perso. Est-ce qu'on a une dernière question, peut-être? Ouais. Alors, oui. Utilise des ADE pour des J'ai commencé au début, c'était principalement du Codex et du VibeCommand. VibeCommand, je m'en servais pour faire de l'analyse de... Comme j'allais très vite au départ, je voulais un peu faire un proof of concept que ça marche. Donc, j'ai pris des raccourcis. Donc, j'ai créé beaucoup de dettes au départ et je me servais de skills pour analyser la code base, identifier la dette, créer les tâches dans VibeCommand et les traiter. Comme ça, j'avançais vite et en même temps, j'essayais de résorber la dette au fur et à mesure en parallélisant. Et en fait, à partir du moment où j'ai une version 1 d'OpenVictor qui était fonctionnelle, ben en fait, je fais tout dans OpenVictor. Donc, je fais quasiment tout le développement d'OpenVictor dans OpenVictor depuis, je pense, le mois de mars. Et il y a juste récemment, j'ai utilisé quand même souvent Codex, notamment depuis qu'ils ont introduit le slash goal, d'avoir des boucles, pour être capable de faire des boucles assez longues, de le faire travailler. Je crois que j'ai fait une boucle de 4 jours il y a 2 semaines. J'ai fait une refonte de Rust en TypeScript pour la partie back, où je passais de Tori à Electron, des choses comme ça. Pour des grosses migrations, là, je passe par un système qui fournit des boucles. Sinon, tout le reste, toutes les features normales, les bugs, je fais tout dans OpenVictor. Et ça me permet d'éprouver mon propre système. On m'a dit que quand tu commences, on le comprend après. Comment gérer le contexte, le mémoire de contexte interagent? Donc, chaque session, effectivement, démarre, c'est une session fraîche. Donc là, c'est grâce au MCP que j'ai développé, que j'injecte dans chaque agent. De la mémoire donc le MCP permet de fournir des tools, par exemple, pour récupérer les informations de la tâche sur laquelle il doit travailler, récupérer les artefacts des sessions précédentes. Donc quand l'agent spec a fini de travailler, il upload dans le MCP la spec, le document Markdown. Quand le planeur démarre derrière, lui, il va appeler le tool pour récupérer le document. Et c'est comme ça qu'on enchaîne. C'est avec les notions d'artefacts qu'on rattache aux tâches et qu'on donne à dispo aux agents suivants. Et pareil pour le QA, lui, il récupère les specs, il récupère le plan d'implémentation, il regarde le code parce que le QA, il est lancé dans le worktree, et du coup, il est capable de regarder ce qui a été fait, de comparer avec les specs et de voir si ça matche bien l'implémentation
matchent bien les specs. Et si le QA rejette, j'ai un système qui permet de déclencher automatiquement, de redémarrer la session du builder, lui filer les informations, parce que c'est pareil, le verdict du QA, je le récupère et je le mets, je l'attache dans la tâche, je l'attache dans la tâche, ouais. Et donc le builder peut récupérer pourquoi la tâche a été rejetée par le QA, etc. C'est avec les artefacts. Super, merci beaucoup. On prend la question. Oui, par rapport au coût à payer, parce que j'ai vu que vous avez fini. Oui. Tu sais à peu près combien on peut faire un projet Une question sur le coût des API. Alors, moi, j'utilise pas de coûts, j'ai jamais utilisé des coûts d'API, je fais que avec des abonnements. Donc, effectivement, on a une vision un peu tronquée de ce que ça coûte réellement derrière. Donc, moi, j'ai un abonnement perso Codex, parce que je travaille beaucoup avec, j'aime bien les modèles OpenAI, et parce que je peux les utiliser à plein d'endroits. Donc, ça, c'est un truc qui me plaît bien. Et après, j'ai un abonnement OpenCodeGo, qui est un abonnement qui est vraiment pas cher, mais qui donne accès à plein de modèles open source qui sont fournis par OpenCode. Donc là-dedans, il y a du GLM 5.2, il y a du Kimi, il y a du Minimax. Ça me permet de tester aussi plein de modèles différents. Donc je suis incapable de dire combien ça a coûté un token de fabriquer OpenVictor. Sur beaucoup, beaucoup d'argent, parce que j'ai quand même utilisé beaucoup de tokens. J'ai tout fait avec des agents. Donc après, en coût d'API réel, je pourrais pas trop dire comme ça. On pourrait estimer, je pense que si j'ai des dashboards de OpenAI, je pense que ça fait, j'ai des métadatas sur combien de tokens j'ai dépensé sur les derniers mois, qui sont quasiment tous alloués à ce projet-là. On pourrait voir, je pense que ça ferait, faudrait que je regarde, ça serait intéressant. Super, merci beaucoup. Merci.